Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Jean-Luc Mélenchon, L'ère du peuple. J'ai dit que j'allais faire le résumé de tous les livres de campagne des candidats à la présidentielle française et je vais le faire, je vais les faire tous, et donc y compris ce brave monsieur Mélenchon. Alors, d'abord, je voudrais être clair sur un point. Je peux pas prétendre à une objectivité parfaite, évidemment. Tout le monde l'a compris, je ne vais pas le cacher. Il y a 99,99% de chances pour qu'en avril, j'aille voter Marine Le Pen. À vue de nez. Bon. Mais cela dit, je vais essayer là de produire une analyse du discours de monsieur Mélenchon qui sera une analyse aussi objective en tout cas que possible. Je vais essayer de tendre à l'objectivité, d'oublier un moment mon positionnement, mes opinions, mon parti pris. Je vais juste essayer de regarder le bouquin tel qu'il est. Jean-Luc Mélenchon a fait l'effort de l'écrire. Je ne pense pas que ce soit le travail d'un nègre. Peut-être a-t-il été aidé, sans doute a-t-il eu des assistants, mais à mon avis il a fait l'effort au moins de l'écrire en partie, donc il mérite qu'on fasse l'effort de le lire. Alors, évidemment, c'est pas un livre tout à fait ordinaire, dans la mesure où c'est l'ouvrage de quelqu'un, comment dire, qui peut très bien être au deuxième tour de la présidentielle dans quelques mois, et qui peut aussi ne même pas arriver jusqu'au premier tour. Il est absolument impossible de savoir ce que va faire Jean-Luc Mélenchon dans les mois qui viennent. Là, il vient de recevoir un sérieux coup dans l'aile avec la victoire de Benoît Hamon aux primaires, parce que aux primaires du Parti Socialiste, si vous voulez, entre Hamon et Valls, ce qui s'est joué, c'est la question de savoir si le Parti Socialiste allait basculer vers le centre et faire concurrence à Emmanuel Macron, ou vers la gauche et aller en quelque sorte renier des portions de territoire électoral à Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ont choisi Hamon, à mon avis, en grande partie parce que en quelque sorte, le marais, les centristes au sein du PS ont poussé dans cette direction-là en vue des législatives et des accords à conclure avec les écologistes et le Parti communiste, tout ce qu'il en reste. Et donc tout cela a orienté un parti socialiste dans une direction telle que effectivement, Benoît Hamon peut, entre guillemets, proposer une alliance à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire proposer de l'avaler. Comment Mélenchon va-t-il se sortir de ce piège? Je n'en sais rien. Beaucoup de choses sont possibles. On est en pleine recomposition politique. On ne sait pas comment les différents segments de l'électorat vont se comporter. En tout cas, ce livre est le livre de quelqu'un qui, probablement, en ce moment, en quelque sorte, joue son destin. Je le prends comme tel, c'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit un ouvrage en quelque sorte désincarné, désintéressé. C'est un livre qui se présente comme un livre de fond, de réflexion sur le long terme, mais je pense que la façon au moins dont ces réflexions sont présentées, ça a été largement influencé, on va dire, par des préoccupations de court terme. Il s'agit pour Jean-Luc Mélenchon de se positionner en même temps comme un acteur au-dessus de la mêlée et en même temps comme un point de ralliement possible pour tous les gens qui sont dans la mêlée à l'intérieur de la gauche. Bref, c'est un exercice délicat. Alors comment il s'en sort? En gros, ce qu'il explique, c'est que son objectif, c'est de proposer une vision d'espoir pour offrir aux gens une porte de sortie qui leur évite de basculer dans les discours anxiogènes, régressifs, que Jean-Luc Mélenchon attribue à l'extrême droite, je pense que ça veut dire Marine Le Pen, ou la droite extrême, je pense que ça veut dire François Fillon.
C'est un peu une posture obligée pour quelqu'un qui veut rallier la gauche. On s'oppose en s'opposant. Il veut faire cela en recréant du sens contre, dit-il, les djihadistes, les libéraux irresponsables et les ethnicistes. Et pour ça, il veut retrouver le sens du temps long pour construire une véritable gestion écologique de la société dans le cadre de ce qu'il appelle l'écosocialisme. Alors c'est pas un projet électoral au sens classique du terme, hein. Il n'est pas en train de nous expliquer voilà si je suis élu, voilà ce que je ferai la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, voilà quelles seront mes mesures. Comme de toute façon il est là, nous dit-il, pour refonder le temps long, il ne se préoccupe pas outre mesure de ce qui peut se passer dans le court terme. Ce qui est évidemment une posture assez commode pour quelqu'un qui sait que, s'agissant des enjeux de court terme, quoi qu'il dise, il va heurter au moins une partie de la gauche. Par exemple, sur l'euro, s'il prend une position franchement anti-euro pour la sortie de la France hors de la monnaie unique, clairement, nettement affirmée, il va heurter une partie du Parti socialiste qu'il peut avoir en ligne de mire. Si inversement, il ne prend pas cette position, il se décrédibilise au regard d'une partie de la gauche qui, elle, a déjà fait son deuil de l'euro. Donc la façon dont il pose les choses en se référant au long terme, c'est, je pense, aussi de sa part une astuce tactique de court terme pour ne pas avoir à parler en fait des sujets qui fâchent à l'intérieur de la gauche. Mais cela dit, il faut reconnaître que son propos est intéressant. C'est-à-dire que, sans être dupe des préoccupations tactiques qui sont évidemment celles de Jean-Luc Mélenchon, il faut reconnaître qu'il a des choses à dire sur le long terme. Sa réflexion n'est pas du tout stupide. Il y a chez lui une certaine forme de volontarisme républicain qui est un petit peu, à mon avis, forcé, surjoué. Il nous explique que la France est une grande puissance universaliste, qu'elle a un territoire immense si on prend en compte le territoire maritime, ce qui est vrai. On a 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. Et que, au nom de notre territoire maritime, au nom du poids de la francophonie, au nom du fait que, au XXIe siècle, la francophonie va exploser, effectivement à cause des taux de natalité africains. Au XXIe siècle, une naissance sur 4 dans le monde sera africaine. Et bon, ça, il ne le dit pas, mais on estime qu'en 2050, à peu près 85% des francophones seront des Africains. Et donc, il imagine, en quelque sorte, la France qui, pour lui, en fait, est la République. Comment dire ? Un régime qui aurait sécrété sa propre identité et qui pourrait se placer, en quelque sorte, aux avant-postes de cette francophonie, grande puissance mondiale, en grande partie africaine. Bon, ça, personnellement, ça me fait un peu marrer parce que je crois pas, en fait, que les Africains nous attendent. Je pense qu'ils ont surtout envie, pour beaucoup d'entre eux, qu'on se casse de chez eux. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon se fait beaucoup d'illusions s'il croit que les Sénégalais, les Nigériens, les Maliens, les Ivoiriens, pourquoi pas les Congolais, vont se sentir partie prenante du grand projet de la République française une et indivisible. Bon, d'accord, ils parlent français, souvent d'ailleurs c'est pas leur première langue, c'est une langue véhiculaire dans leur pays, mais c'est pas la langue vernaculaire souvent. Mais bon, ça va pas les pousser vraiment à s'inscrire dans cette grande République française universaliste rêvée par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas tellement ça qui est intéressant pour tout dire chez Mélenchon. En revanche, ce qui est intéressant, c'est son concept d'écosocialisme et la critique qu'il fait
de l'incapacité de la gauche actuelle à comprendre que cette fois, il faut vraiment sortir du capitalisme. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous dit Mélenchon, c'est que, bon, il le dit pas comme ça, mais je résume, ce qui est un peu triste dans l'histoire de la gauche, c'est qu'elle a passé un siècle à dire il faut sortir du capitalisme, alors que ça n'était pas mûr pour dire qu'il fallait en sortir, et que maintenant qu'il faut en sortir, elle ne le dit plus. Mais c'est maintenant, dit-il, qu'il faut le dire. Il veut sortir du productivisme et donc sortir de l'idéologie de la consommation, et il met en avant des propositions qui ressemblent un petit peu à la décroissance soutenable. Bon, il croit à l'anthropocène, il pense que le changement climatique est d'origine humaine. Certains disent que ça n'est pas le cas, lui dit que c'est le cas, moi je ne sais pas, personnellement j'ai pas d'opinion là-dessus. Il pense que le socialisme de demain sera un écosocialisme permettant d'éviter en quelque sorte que le productivisme ne ravage la planète. Voilà en gros sur le fond sa proposition sur le long terme. Alors il a une vision des choses qui est assez autoritariste. Il y a un côté chez Mélenchon, la République sévère, la République des hussards noirs, la République des représentants en mission. C'est pas un rigolo, hein, clairement. Il nous annonce, par exemple, que il veut en quelque sorte donner le droit aux citoyens de dénoncer les projets anti-écologiques. Et à la limite, c'est presque un appel à la délation qu'il fait dans son bouquin. Il veut une éducation à la morale de responsabilité dans les écoles. Il veut refonder ce qu'il appelle le personnalisme républicain, c'est-à-dire le culte de la vertu, qui fait que nous sommes des personnes et non des individus rouage d'un système. Nous sommes des personnes parce que nous pratiquons la vertu et c'est ce qui fonde en quelque sorte notre dignité. Il y a quelque chose d'assez respectable dans cette démarche. Je veux dire, c'est pas la gauche libertaire dégueulasse des Daniel Cohn-Bendit et compagnie. Ça n'a rien à voir. Après, naturellement, ça peut donner lieu aussi par moments à des dérapages assez comiques. J'en ai relevé un qui m'a bien fait rire. Il ne s'agit pas de changer nos frontières. Où le ferait-on? Et pourquoi? Si l'on met de côté ce qui pourrait se passer avec la Wallonie si les Flamands faisaient exploser la Belgique, ou avec le Luxembourg ou Monaco si duraient leurs brigandages fiscaux, où serions-nous impliqués par un changement de frontières? C'est-à-dire que là, quand même, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que, en gros, si le Luxembourg continue à être un paradis fiscal, il veut qu'on y envoie un escadron de Charles Leclerc. Il y a un côté presque grand guignol par moment, dans la façon dont il surjoue la pose du volontarisme républicain. Vous imaginez Jean-Claude Juncker réveillé un matin par le tremblement de sa maison, qui ouvre sa fenêtre et qui voit sur la place devant chez lui un Charles Leclerc avec le buste de Méluche qui dépasse de la tourelle. En avant, camarades, suis au grand capital. Bon, mais enfin cela dit, au-delà de ce côté comique, il y a quelque chose d'assez respectable dans le discours de Mélenchon, je trouve. Surjoué, mais respectable. Il a un discours en politique internationale qui est très intéressant. Là, franchement, sur ce plan-là, il faut bien dire que il est extrêmement proche de ce que moi je pense, en tout cas à titre personnel. Il pense que la suprématie américaine ne peut que s'effondrer.
À long terme, il a forcément raison, à mon avis. Il faudrait un miracle pour que ça se maintienne. Et il dit en gros que la France doit s'inscrire dans le cadre du retournement du monde vers un monde multipolaire, plutôt dirigé en fait par les BRICS. Il suggère que la France se rallie à la proposition chinoise de monnaie commune mondiale. Bon, là, je suis un petit peu plus dubitatif, mais bon. Ça peut être une façon aussi de peser sur les prises de décision au niveau global. Il est extrêmement critique à l'égard du TAFTA, du traité transatlantique. Il dénonce l'élargissement de l'OTAN, la mise en place du bouclier antimissile, où il rappelle qu'à ce niveau-là, Hollande a commis dès le début de son quinquennat une faute majeure, puisqu'il a donné son accord pour le déploiement de ce bouclier antimissile, ce qui est très dangereux, car la logique de ce bouclier, c'est la riposte graduée, ce qui est une doctrine complètement opposée à la doctrine française de la dissuasion. Ma foi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que tous les gens de bon sens ne peuvent qu'être assez d'accord avec ses positions. Évidemment, la France n'a pas de raison de se mettre systématiquement à la remorque des États-Unis. Évidemment, la France a intérêt à s'inscrire dans un monde multipolaire. Lorsque nous avons eu des gouvernements vraiment indépendants, ils ont toujours cherché à faire ça, parce que c'est la dynamique logique d'une puissance moyenne qui ne peut exister que dans un cadre multipolaire, en fait. Et ce qui est intéressant chez Mélenchon, c'est qu'il combine cette vision diplomatique avec sa vision économique. Il a très bien compris que nous allions vers un monde de coopération entre des nations souveraines et où des ensembles de nations regroupées en blocs, ça on verra, l'avenir le dira, et que dans ce cadre-là, on peut imaginer ce qu'il appelle le protectionnisme solidaire, qui ressemble furieusement d'ailleurs au protectionnisme intelligent de Marine Le Pen. Il y a quand même un côté chez Mélenchon, je m'arrange pour faire comprendre que sur un certain nombre de sujets sensibles, en fait, je suis d'accord avec Le Pen. Mais je le dis pas trop, pour ne pas non plus trop heurter la gauche la plus bête qui n'acceptera jamais d'être d'accord avec Le Pen, même quand Le Pen a raison. Bon, enfin, fondamentalement, son protectionnisme solidaire ressemble quand même beaucoup au protectionnisme intelligent. Il s'agit de relocaliser les productions essentielles, de garantir la souveraineté industrielle et agricole alimentaire. Bon. On apprend d'ailleurs quelques détails au fil de son bouquin sur des trucs particulièrement croustillants que j'ignorais personnellement. Par exemple, j'ai appris en lisant Jean-Luc Mélenchon que Alcatel a été obligé, sous Sarkozy puis sous Hollande, faute de bénéficier d'un certain nombre de soutiens publics, de mettre en dépôt de garantie ses 27 000 brevets chez une banque qui lui avait consenti un prêt de plus d'1 milliard d'euros et qui n'est autre que Goldman Sachs. Et M. Mélenchon de dire, en gros, bon, il y a des lois qui sont prévues pour ce genre de méfaits, il faudra les appliquer. Il a raison. Il a raison. Il y a des détails dans ce bouquin qui montrent quand même que... il fait beaucoup d'efforts pour nous convaincre qu'il n'est vraiment plus solidaire de l'arc institutionnel français. Après, il nous convainc ou il nous convainc pas, mais enfin, il fait beaucoup d'efforts. Et alors, au final, quel est son projet politique? Comment il veut mettre en pratique cet éco-socialisme, ce protectionnisme solidaire, etc. Alors, clairement, son discours n'est pas « je vais être élu
en 2017, je serai président et je vais appliquer mon programme. C'est pas ça. Son discours, c'est « Nous avons besoin d'accoucher un nouvel acteur historique, le peuple, une multitude qui se donne des buts communs en se mettant en réseau. » Et donc là, il assume une position franchement populiste. La classe révolutionnaire aujourd'hui, ce n'est plus le prolétariat, c'est le peuple mis en réseau. Pour une révolution qui ne commence plus dans l'entreprise, parce que le salariat est trop sous pression, parce que le syndicalisme est trop affaibli. Une révolution qui commence dans la rue, par la contestation, avec une aile marchande, qui n'est pas le prolétariat, mais qui est le précariat. Je crois qu'il y a une chose que Mélenchon a bien notée, les prolétaires, au sens les ouvriers, les employés, ne sont pas tellement avec lui. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, chez les ouvriers, Marine Le Pen fait pratiquement 50%. Mélenchon, à mon avis, doit faire 10-15%, pas plus. En revanche, il a bien compris que sa base, c'est un certain précariat, les intellos précaires, les précaires professionnels, et puis le petit fonctionnariat également. Et il nous dit en gros, ça peut être l'aile marchande de la constitution de ce peuple en réseau, à condition d'arriver à coaguler une autre force qui peut stabiliser cette aile marchande et lui donner l'appui d'une d'une base démographique et sociale importante et puissante parce que très instruite, c'est-à-dire la classe moyenne. Une classe moyenne que Jean-Luc Mélenchon rêve en quelque sorte, guérie de son consumérisme et prête à soutenir un projet éco-socialiste dans le cadre d'une révolution conduite par ce peuple en réseau. Comment cette révolution se déroule concrètement? Par la constitution d'un nouvel organe comme alternative à l'autorité légale, organe qui convoque une constituante et assemblée constituante qui à ce moment-là donne naissance à une nouvelle machine d'État populaire, par opposition à la machine d'État capitaliste et technocratique, vidée en quelque sorte de son pouvoir par l'émergence de la révolution populaire ou, si on préfère, populiste. Voilà le schéma révolutionnaire que Jean-Luc Mélenchon a en tête et qui n'est clairement pas pour 2017, mais qui probablement dans son esprit peut être pour un peu après. Je pense que quand il écrit ces passages, le message qu'il cherche à faire passer, c'est bon. Pour 2017, la gauche ne peut pas espérer faire quelque chose électoralement. Après 5 années de François Hollande et de Manuel Valls, c'est pratiquement devenu impossible de se dire de gauche. Donc on va essayer de sauver les meubles électoralement, de continuer à exister et de préparer la suite qui ne se déroulera visiblement dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon, pas forcément dans les urnes et un peu plus tard, dans quelques années. En tout cas, voilà ce que moi je comprends à son propos. Je précise que ça, c'est pas des choses qu'il dit explicitement, mais c'est comme ça que j'interprète ses écrits. Alors, bon, clairement, tout ça ne fait pas un livre incontournable. Ça ressemble un peu par moments quand même à une collection de thèmes porteurs, un peu culture web, qui sont organisés pour converger vers le projet de 6ème République. Il y a un côté chez Jean-Luc, bon, je regarde ce qui plaît aux jeunes, je mets un peu de ci, un peu de ça dans ma sauce, et puis à la fin, hop, je leur présente ce qui m'intéresse vraiment. Je suis dubitatif sur la capacité de l'électorat de gauche radical actuel
à comprendre ce que Jean-Luc Mélenchon veut dire quand il parle du personnalisme républicain. Moi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que il y a quand même une très forte emprise d'une sensibilité libertaire dans la gauche radicale aujourd'hui en France, qui fait que Jean-Luc Mélenchon court le risque d'être assez vite ringardisé. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va réussir à mettre du plomb dans la tête de ces millions de gens qui, après tout, étant donné ce qui se prennent dans la gueule depuis quelques années, doivent quand même commencer à se poser des questions sur cet ordre libertaire qu'on leur a vendu en réalité, et qui ne tient pas ses promesses. Alors, moi j'ai envie de dire à partir de là, bonne route à Jean-Luc Mélenchon, hein, on va voir s'il arrive à déboucher sur quelque chose. La question que je me pose honnêtement, c'est voilà, on va arriver en avril 2017, et si j'en crois les sondages, hein, le deuxième tour, ça devrait être Le Pen-Fillon ou Le Pen-Macron. Bon, évidemment, à 3 mois des élections, il n'y a aucune certitude. Mais enfin, je pense que la présence de Marine Le Pen est quand même très très probable au deuxième tour, et très probablement contre un candidat qui sera un mondialiste néolibéral. Je ne sais pas si ça sera un mondialiste néolibéral tendance droitard à la Fillon, ou un mondialiste néolibéral tendance rien du tout, tendance purement mondialiste, purement néolibérale à la Macron, mais ça sera quelque chose comme ça. Et la question que je me pose très honnêtement, c'est que va faire Mélenchon? Qu'est-ce qu'il va dire dans un contexte comme ça? S'il est cohérent avec lui-même, pour moi, il ne peut dire que deux choses. Soit il dit votez Macron, votez Fillon, parce que pire ça sera, mieux ça sera. Et de toute façon, moi je veux la révolution. Donc je veux le pouvoir qui va maximiser le potentiel de radicalisation dans la population. Donc on vote pour le pire. Ou alors il va dire, bon, moi je veux le protectionnisme solidaire, ou quelque chose qui y ressemble. Je veux le retour à un système de valeurs qui ne soit pas purement libéral. Et là, il est obligé de dire, dans ces conditions, en tout cas, il ne met pas d'opposition au fait que les gens qui le suivent votent Le Pen. Mais il y a une chose, à mon avis, qu'il ne pourra pas dire, ou alors il va vraiment se ridiculiser, c'est si, après avoir écrit un livre comme ça, il dit, finalement, faisons barrage à Le Pen et votons Macron. Ça, je pense qu'il ne pourra pas le dire. Impossible. Voilà ce que je pense de Jean-Luc Mélenchon, qui, n'est pas incontournable, mais à mon avis est très très loin d'être le pire des bouquins d'hommes politiques que je vais vous présenter, parce qu'après, je vous préviens, dans 2 notes de lecture, on va se faire Macron. Et là, ça va faire mal. Mais quand même, pour ne pas sombrer dans le désespoir et la neurasthénie, on va se faire un bon bouquin entre 2 bouquins d'hommes politiques. Donc, la prochaine vidéo, par contre, c'est un vrai très 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 bon bouquin. On m'a demandé, suite à une discussion avec quelqu'un sur ma chaîne YouTube, en gros, une prise de position sur la question du racisme anti-blanc. Alors je vais le faire, mais d'abord je vais faire un certain nombre de notes de lecture dont j'ai besoin pour poser les concepts que je vais utiliser dans cette prise de position sur le racisme anti-blanc. Et la première note de lecture concerne sans doute un des textes vraiment à connaître quand on veut parler du racisme d'une manière générale. Konrad Lorenz, L'agression. Une histoire naturelle du mal. Et c'est le bouquin que je vais vous présenter dans quelques jours. Voilà, j'espère que vous avez survécu à Jean-Luc Mélenchon, et
Je vous dis à bientôt.